comment est-ce que je fais pour m'assurer que, et contrebalancer le fait qu'il puisse y avoir une décroissance, une détérioration des performances avec du modèle Drift en production. Ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de répondre à ces questions. Oui, donc Edouard l'a dit, chez Kili, on aide les entreprises à valoriser leurs données non structurées. Donc on est amené à faire de l'automatisation, donc des projets de machine learning. Et en fait, dans le flux d'un projet de machine learning, on s'est rendu compte que la première étape limitante, c'était justement la notation. Parce que le client n'a pas les outils en interne, dont on a parlé, parce que le client n'a pas envie de gâcher du temps de data scientist, parce que le client peut pas avoir le temps de faire communiquer les équipes business qui vont être celles qui vont annoter et les data scientists qui développent le modèle. Et donc du coup, nous, pour nos besoins internes de consultants sur les projets, on a développé un outil et tout un framework d'annotation. Et en utilisant ça, on a divisé jusqu'à 10 le temps passé sur l'annotation dans les projets de machine learning. Et donc du coup, comment est-ce qu'on a fait ça? Donc là, j'aimerais vous raconter le voyage d'un asset tel qu'on l'envisage dans notre framework. Alors un asset, c'est quoi? C'est l'unité de base de la notation chez nous, on appelle ça comme ça. Ça va être un document, un email que vous allez noter. C'est souvent aussi la même unité que vous allez ensuite feeder dans votre modèle. Donc l'asset arrive, au départ, il est non structuré, c'est de la donnée non labellisée. On va construire notre training set en utilisant l'outil. Ensuite, on va développer le modèle. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, comme disait Edouard, réutiliser en production l'outil. Donc on va faire un focus sur chacune des deux parties. Déjà, la phase de training. Donc on a conçu cet outil comme une application web qu'on peut installer chez le client et qui est augmenté par du machine learning. Donc quand on arrive chez le client, la première chose qu'on va faire, c'est créer un projet pour définir les users, etc., leur accès, leur droit d'accès, etc. Ensuite, on va avoir 3 étapes de machine learning qui vont permettre d'accélérer la notation, à savoir le weekly supervised learning, de l'active learning et de linear learning. Alors le weekly supervised learning, en français l'apprentissage par supervision faible, en fait, l'idée derrière, ça va être de vouloir labelliser massivement notre donnée, la préannoter de manière massive et à faible coût. Nous, chez qui on utilise le framework Snorkel, qui est développé par Stanford, et ce que permet Snorkel, c'est de définir ce qu'ils appellent des labeling functions. Alors, une fonction de labellisation, ça peut être quoi? Ça peut être un classifier qui existe déjà. Donc là, je pense à des modèles off-shelf comme les modèles de Spacey qui sont entraînés sur des datasets génériques de type Wikipédia. Ça peut être aussi des heuristiques, donc des heuristiques, des règles business. Donc par exemple, typiquement des expressions régulières, quelque chose qui peut être implémenté très rapidement et qui est une heuristique business. Ça peut être aussi des référentiels dans l'entreprise qui existeraient, donc des bases de données auxquelles on peut se brancher pour arriver à labelliser. Ça pourrait être aussi, on pourrait penser à du crowdsourcing massif, tel qu'on peut le trouver sur des plateformes comme Amazon Mechanical Turk. Voilà, et ce que vient faire, donc, une fois qu'on a toutes ces fonctions de labellisation, ce que vient faire Snorkel, c'est qu'il va attribuer une accuracy à chacune des fonctions en regardant combien de fois elle est en accord ou en désaccord entre elles. Et à la fin, il vient débruiter. Donc ouais, parce qu'en fait, ces fonctions de labellisation, ça coûte peu cher à produire. Ça labellise de manière massive votre dataset, mais en revanche, ça va être très bruité. On le voit ici, on a deux. En fait, ce qu'on cherche à labelliser, c'est le Saint Francis à la fin. 2 choisissent une personne et 1 choisit un hôpital. Et donc le dataset labellisé à la fin est très bruité. Et donc, ce que vient faire Snorkel, c'est exprimer un vote pondéré par l'accuracy qu'il a attribué à chacune des fonctions de labellisation pour débruiter le dataset et produire des labels plus clean. Donc maintenant, on a labellisé en masse notre dataset. La question à laquelle on veut répondre maintenant, c'est dans quel ordre je vais annoter ces assets à coût fixe.
Et donc là, c'est là où intervient ce qu'on appelle l'active learning. L'active learning, c'est l'art d'ordonnancer les assets au sein d'un dataset et savoir lesquels je vais labelliser et dans quel ordre. Et donc chez Kili, on a répondu à cette question en mettant en place une queue qui va permettre de prioriser les assets pour ensuite qu'ils soient traités dans l'ordre dans lequel on les a priorisés par les annotateurs. L'intuition en fait derrière, c'est que tous les assets ne sont pas égaux. Il y en a qui ont plus de variété que d'autres. Par exemple, un document qui ne contiendrait qu'une langue versus un document qui contiendrait 10 langues. Il y en a qui sont plus riches que d'autres dans le sens où ils vont avoir plus d'entités nommées que d'autres, par exemple. Il y en a aussi un document, il ne va pas apporter la même information à votre modèle. Et donc du coup, par exemple, ici, si je vous dis choisissez le prochain asset à labelliser, si je vous donne un asset qui est très proche de la margin, donc là c'est un SVM qui classifie par exemple des mails, spam ou pas spam, choisissez un asset entre l'asset qui est très proche de la margin ou celui qui est très loin, vous direz intuitivement je vais prendre celui près de la margin parce qu'il va apporter beaucoup plus d'informations à mon modèle. Et pourtant, si vous suivez que cette stratégie, vous allez vraiment biaiser votre modèle. Et donc du coup, on voit que les stratégies d'active learning, ça combine toujours de l'exploration et de l'exploitation pour choisir les assets. Et donc, on se base souvent en active learning sur la richesse intrinsèque de l'asset ou la confiance ou la loss d'un modèle qu'on a déjà développé comme ici. Et pour vous montrer en fait que c'est vraiment important, ici on a vraiment important l'active learning et vraiment important d'ordonnancer ces assets. Ici j'ai dessiné, ploté l'accuracy d'un modèle sur le même dataset. Tout ce qui change, donc à coût fixe, à 40% du dataset, tout ce qui va changer, c'est l'ordre dans lequel j'ai présenté mes assets. C'est un corpus de plusieurs langues et dans le cas de gauche, j'ai présenté déjà les assets en français, ensuite les assets en anglais, ensuite les assets en allemand, etc. Et au milieu, au contraire, j'ai choisi une stratégie de priorisation et on voit l'importance de l'active learning et de la priorisation. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est vraiment de manière un peu plus fiable, pré-annoter, pré-labelliser notre dataset. Et qui dit pré-labellisation dit avoir un modèle. Donc soit le client a déjà un modèle chez lui, d'un projet antérieur par exemple, on va pouvoir l'utiliser, soit on va devoir le construire au fil de l'eau. Et donc la construction d'un modèle au fil de l'eau, c'est ce qu'on appelle l'online learning, la capacité de labelliser et en parallèle entraîner le modèle. Donc ici on voit, la vidéo est un peu longue, donc je vais avancer. C'est la création d'un projet. C'est la création d'un projet de classification de texte par classe simple. Hop. Et là on labellise toujours sur la deuxième classe qui est la classe B. Et en parallèle, il y a un algorithme de AutoML qui vient récupérer tous les labels dans la base de Kili, construire un modèle, l'entraîner et écrire les prédictions pour les assets suivants dans la base de Kili. Et donc on voit qu'au bout d'un moment, évidemment le modèle, vu que là on l'a biaisé pour qu'il choisisse toujours la classe B, va lui-même prédire la bonne classe. Et donc ça, vous allez me dire, sur une tâche comme la classification de texte, c'est pas forcément avantageux. En revanche, par exemple, sur des tâches qui sont très complexes, typiquement du speech to text, donc faire de la reconnaissance de parole, il faut écouter tout un texte. S'il est pré-annoté, on va pouvoir diviser par plus que 2 le temps passé sur l'annotation. Parce que l'annotateur n'a plus qu'à changer, dans ce cas-là, quelques mots, ou dans le cas d'une image, plus qu'à adapter un polygone qu'il a dessiné sur une image, etc. Voilà, donc maintenant on a pré-labellisé nos assets, on les a dans le bon ordre. On va pouvoir passer à l'annotation, comme expliquait Edouard. C'est important d'avoir une UX très fluide, très claire pour des gens qui ne sont pas forcément technophiles. Et le dernier point de ce flux, ça va être la qualité. En fait, un projet d'annotation, c'est comme n'importe quel projet. On veut mesurer un succès, on veut mesurer des défauts, on veut mesurer un progrès, une avancée à chaque fois. Et donc, il nous faut des KPIs. Chez Kili, on a défini 2 KPIs, le consensus et le honeypot.
Le consensus, en fait, c'est, on va dire, sur 10 à 30% du dataset, je vais distribuer un asset à plusieurs annotateurs. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'ils sont d'accord ou en désaccord entre eux. Et donc derrière, il y a des statistiques comme la Kappa-Flies qui permettent d'estimer cet accord ou ce désaccord. Le honeypot, c'est exactement la même chose, sauf que là, on le fait contre une vérité, contre une grande trousse qu'on a nous-mêmes définie avec des experts du métier. Et on va pouvoir voir comment les annotateurs labellisent, à quel point ils labellisent de la même façon que la grande trousse qu'on a définie. Et le dernier check de qualité, c'est sur cette interface, il y a des reviewers, donc des super annotateurs, des gens qui ont une connaissance business plus importante, qui vont pouvoir choisir, par exemple, donc sur le dernier asset, ici on voit qu'il y a 3 labels, ils vont pouvoir choisir entre les 3 labels et dire, in fine, quelle est la bonne labellisation, la vérité. Et en fait, ce process, chez Kili, on le conçoit pas en un bloc, comme le projet d'adaptation se passe souvent. Nous, on travaille en sprint Scrum de 1 semaine, et chaque semaine, on essaye de faire donc, de la notation et aussi d'avancer la partie de modèle. Comme ça, les deux, enfin on le voit, vont pouvoir se nourrir et on va pouvoir avancer in fine plus rapidement. Donc au début, on va faire beaucoup de weekly race learning et à la fin, on fera plus de l'online learning une fois qu'on aura un modèle, qu'on pourra améliorer. Et dans la deuxième phase en production, on voit donc en gris, ça serait par exemple une API telle qu'on aurait pu la livrer chez un client. Donc l'API, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'interfacer avec de la donnée qui vient d'une boîte mail, d'une base de données, etc. Ça vient, cette donnée vient être préprocessée, elle est passée dans le modèle, et en sortie du modèle, on va avoir un score de confiance. Si ce score de confiance est assez grand, au-dessus d'un certain threshold, on va pouvoir directement envoyer en production. Et en revanche, si le modèle n'est pas assez sûr de lui, on va pouvoir réinsérer dans Kili. Et là, un annotateur à la main vient utiliser les interfaces qu'on a vues et vient corriger les entités nommées, par exemple, sur un document, et ensuite réenrichir le training set. Voilà, donc ça c'était pour comment est-ce qu'on fait. Maintenant, plus de manière concrète, quelques exemples. Donc ça c'est un exemple d'un premier projet qu'on a fait pour un grand industriel franco-indien